bon? Ok. Bon, j'espère que ça va pas recommencer. Enfin bref. Ainsi s'achève le confort de la surface avec son lot d'innocence, de légèreté et de nostalgie. Et si nous avions réussi jusqu'ici à ne pas nous mouiller, il est désormais temps de nous plonger dans les eaux glacées de notre iceberg avec notre chapitre du jour. Les eaux claires. Et croyez-moi les amis, ce chapitre-là va réunir le plus grand nombre de traumas de tout cet iceberg. On vient de terminer l'entrée, il est désormais temps de passer au plat principal. Alors attention, je précise de nouveau, certaines des œuvres marquantes que je vais présenter ont traumatisé des milliers de personnes, mais également laissé de marbre des milliers d'autres. Tout est une question de sensibilité. Donc si vous voyez une œuvre qui ne vous a pas spécialement marqué, dégoûté ou terrifié, ça n'est pas grave, au contraire pour votre bonne santé mentale même. Mais sachez qu'il y en aura plein d'autres par la suite, nous ne sommes qu'au 3e des 5 chapitres de cet iceberg après tout. Enfin, dernière chose, comme je l'ai dit dans la surface, il y aura de plus en plus d'œuvres tirées d'internet et sortant petit à petit de la sphère cinématographique et pop culture tout public. Car oui, s'enfoncer dans les profondeurs de cet iceberg ne signifie pas forcément que les sujets seront de plus en plus gore ou terrifiants. Mais ils peuvent également être plus ou moins méconnus, oubliés, obscurs ou ésotériques. L'occasion pour vous de découvrir plein de nouvelles choses. Eh bien, vous le voyez à la longueur de cette vidéo, on a du pain sur la planche. Immergeons-nous donc dans les eaux claires avec ce premier gros sujet qui, je suis sûr, va forcément vous parler. La filmographie du studio Ghibli. Vous connaissez forcément de près ou de loin au moins une œuvre sortant du studio Ghibli et vous devez connaître son réalisateur et cofondateur le plus renommé, Hayao Miyazaki. Bon, je ne suis pas là pour vous raconter la vie de ce bonhomme car il me faudrait une vidéo dédiée et au moins une bonne heure pour ça. Non, on va plutôt se plonger dans la filmographie du studio, nous ayant marqué par sa beauté, sa justesse, sa maîtrise et parfois ses images traumatisantes. Commençons déjà par les œuvres de Miyazaki, plus connues et accessibles au grand public, à commencer par le plus iconique de tous je pense, Le Voyage de Chihiro. Et oui, on commence fort avec cette scène mythique du voyage de Chihiro, ayant retourné l'estomac de bon nombre d'entre nous, apportant pour certains son lot de cauchemars, voire une certaine phobie autour des porcs. Faut dire que la situation est particulièrement choquante. La petite Chihiro, âgée de seulement 10 ans, voit ses parents se changer en énormes cochons, après qu'ils se soient servis dans le buffet de ce qui s'apparente à un immense parc à thème abandonné, accueillant les esprits d'un autre monde. Il y a de quoi paniquer, mais ça ne s'arrête pas là, non. Chihiro, à peine remise de la transformation de ses parents, fait la rencontre de Kamaji, un vieil homme aux 6 bras extensibles, Yubaba, la sorcière maîtresse des lieux, et plusieurs esprits plus ou moins imposants, clientèle du Palais des Bains. Mais il y en a un en particulier qui a attiré l'attention du public à tel point qu'il en est devenu l'une des plus grandes icônes du studio, à côté de Totoro et du château ambulant. Et il s'agit bien du sans-visage. Complètement fasciné par notre petite Chihiro, cet esprit va tout faire pour attirer ses faveurs. Cet être chétif et quelque peu malsain entre au cours du film dans une toute autre forme, plus immonde et violente, avalant toute la nourriture du palais en échange d'or. Mais comme si cela n'était pas encore suffisant, il passe ça aux employés. Voilà. Bon, après, rassurez-vous, il les recrache par la suite, reprend sa première forme de pervers et redevient inoffensif. Mais passons maintenant à mon deuxième Miyazaki préféré, tout aussi marquant, voire plus par l'horreur que dégagent certaines scènes, Princesse Mononoke. Princesse Mononoke est un film tellement fascinant et sa patte graphique couplée par son ton cru et sombre donne un cocktail assez marquant pour le public. On a, comme vous l'avez vu, des sangliers corrompus rongés dans leur chair par un mal touchant notre héros au début du film, ainsi que des démembrements corporels, des hommes en souffrance de la lèpre, des drôles d'esprits Bubblehead, des massacres humains comme animaux, sans parler de la cerise sur le gâteau, la décapitation du dieu cerf, plongeant son corps en une immense masse mortelle pour quiconque oserait le toucher. 「
Bon, je vais essayer d'accélérer le mouvement parce qu'on n'est qu'au premier sujet, mon dieu. Dans les éléments ayant à peu près marqué tout le monde, on peut citer Aoru dans sa forme monstrueuse dans le château ambulant, les créatures fascinantes et la divinité difforme de Nausicaa et la vallée du vent, et enfin, plus terre à terre cette fois-ci, avec le traitement de la guerre, la maladie et la mort, avec certains films comme Porco Rosso, La colline aux coquelicots, Arrietty, et le plus mélancolique, Le vent se lève. Mais parmi tous ces films, il y en a un que je n'ai pas encore cité. Un film du fils d'Hayao, Goro Miyazaki. Et ce film, c'est Les Contes de Terre-Mer. Entre conflits politiques et perte d'équilibre du monde, ce film nous met en image une certaine violence graphique, passant d'un assassinat de sang-froid au ravage de la drogue et l'esclavagisme dans une société médiévale fantastique. Mais le gros traumatisme provient surtout de l'antagoniste Araneid, ou Araneid, je sais plus comment on le dit, d'apparence féminine, prête à tout pour parvenir à son but, l'accès à la vie éternelle. Et c'est lors de la dernière confrontation contre nos deux héros que se scelle le sort de ce maléfique sorcier, dont la transformation vieillissante nous a glacé le sang, ainsi qu'une mort violente et particulièrement graphique. I want to live! Voilà, tout ça pour dire que les films du studio Ghibli ne peuvent laisser indifférent. C'est impossible de ne rien ressentir devant ces œuvres marquantes pour leur message ou leur mise en scène. Selon moi, ces films rayonneront à jamais à travers le monde de l'animation comme des chefs-d'œuvre inégalés. Et c'est pas vos IA de merde qui iront le remplacer. Bref, notez qu'un film manque encore à l'appel et vous savez très bien duquel je veux parler. Il sera abordé plus profondément dans l'iceberg. Mais maintenant que ce gros sujet est clôturé, reprenons notre rythme habituel si vous le voulez bien. Numéro 9. Basé sur le court-métrage homonyme du même réalisateur, Numéro 9 est un film d'animation américain réalisé par Shane Hacker et sorti en 2009. Produit par Tim Burton, ce film met en place une uchronie post-apocalyptique narrant les aventures d'un groupe de poupées créé par un savant, dernière survivante de toute trace humaine sur Terre. L'ayant déjà présenté sur ma chaîne dans mon épisode 2 des films d'animation les plus traumatisants, sa place dans cet iceberg était plus que logique. Mais bref, Numéro 9 est un concentré de cauchemar. Si vous êtes du genre à vous accrocher à des choses comme la joie ou l'espoir, ce film ne peut que vous briser psychologiquement. On parle quand même d'un monde détruit par la guerre entre humains et machines, ne laissant comme trace qu'une âme humaine répartie en 9 poupées, censées survivre dans cet univers hostile, tout en devant trouver des réponses à leurs conditions sur Terre. Oui, j'ai bien dit le mot survivre, parce qu'avec un film ne mettant en scène uniquement que nos petites poupées, on s'ennuierait assez vite, n'est-ce pas? Eh bien, j'aurais préféré m'ennuyer pendant 1 heure plutôt que de faire face à cette horreur. Et ça n'est pas la seule créature que nos héros vont croiser, il y a plus ou moins pire. Ayant malencontreusement réveillé la machine à l'origine de ce chaos, celle-ci se met à fabriquer plus de créatures biomécaniques, à commencer par une sorte de grand vautour cyborg à la queue de harpon. Mais la pire de toutes, vraiment la pire du pire, c'est cette chose. Et croyez-moi, une fois l'avoir vue, il sera difficile de vous l'enlever de l'esprit. Dormez bien cette nuit. Le lion et l'ours des Télétobies. Qui ne connaît pas les Télétobies? C'est tellement culte. Diffusée à partir de 97, cette émission pour tout petit a traversé les âges et a régalé des centaines de milliers d'enfants en bas âge. Mais forcément, dans le lot, quelques milliers d'enfants n'ont pas forcément accroché à l'esthétique des Télétobies. Et ça peut se comprendre quand on les voit jouer et rigoler. Leur apparence hybride entre humain et peluche peut provoquer une sensation de malaise certain, sans parler du visage de bébé dans le soleil ou encore ce putain d'aspirateur. Mais là, on va parler d'un certain épisode qui a souvent été abordé sur YouTube tellement il a marqué des milliers d'enfants en bas âge. L'épisode du lion et de l'ours. I'm the scary lion with big scary teeth.
On y fait la rencontre d'un ours rigolo essayant de se cacher du lion qui fait peur. Et c'est pas moi qui le dis, hein, il se présente ainsi. Et même si aujourd'hui on pourrait trouver ridicule de trouver cette scène traumatisante, il faut se mettre à la place de gamins de moins de 3 ans de l'époque. Rien qu'à voir le compteur de dislikes sur la vidéo YouTube pour se faire une idée du mécontentement des parents. Courage, le chien froussard. Courage, le chien froussard est une série d'animation américaine diffusée sur Cartoon Network entre 1999 et 2002. La série met en scène les mésaventures d'un chien anthropomorphe nommé Courage, vivant avec ses 2 maîtres Muriel et Eustache, un couple de fermiers retraités habitant dans une ferme au milieu de nulle part. Une série ayant récemment perdu son scénariste principal, David Steven Cohen, décédé ce 19 mars dernier, paix à son âme. Mais concernant notre héros, je parle bien de mésaventures, car la série mélange habilement humour et fiction, tirant vers le drame et le paranormal, tout en utilisant différents types d'animation, créant un cocktail unique et marquant. À tel point que beaucoup d'épisodes ont retenu l'attention du public. Des épisodes devenus cultes par leur efficacité et l'art de mettre en scène l'horreur. Le chien Courage, particulièrement peureux, doit tout de même faire face assez régulièrement à des entités paranormales cauchemardesques mettant ses nerfs à rude épreuve. Des entités telles que ce monstre en 3D, répétant les mots Return the Slab, retourne la dalle en anglais. Mais aussi cette réelle tête d'acteur blanche représentant l'esprit de la lune, l'épisode du pied purulent d'Eustache finissant par l'absorber, ou encore cette créature monstrueuse apparaissant dans les cauchemars de Courage. Mais l'extrait le plus partagé sur internet est cette fameuse scène de la maison de la peur où Courage ouvre successivement les portes de chaque étage, tombant à chaque fois sur quelque chose de terrifiant, jusqu'à croiser une jeune fille de dos jouant du violon. Que pourrait-il mal se passer ? Pinocchio et l'empereur de la nuit. Il s'agit ici d'un long métrage d'animation américain sorti en 87 et produit par la société Filmation. Là, on y suit l'histoire de Pinocchio un peu inversée. En gros, pour vous la faire courte, Pinocchio, désormais un vrai petit garçon, n'écoute pas les avertissements de Geppetto et se rend à la fête foraine dirigée par le mystérieux marionnettiste Pupettino. Et c'est de lui dont on va parler ici. Lui et ses méthodes que l'on va qualifier de particulières. Ce vil personnage, plus flippant encore que les antagonistes du Pinocchio de Disney, use de son pouvoir et de sa boîte magique pour transformer les enfants en pantins de bois. Pinocchio n'échappe pas au même sort et voit ses membres se changer petit à petit en pièces de bois, sous le regard malsain de Pupettino, s'emparant de ses ficelles afin de sceller le sort du petit garçon, laissant échapper une dernière larme d'humanité. Une scène réellement marquante. Maintenant tu es à moi. Non, je suis un vrai. Nuggets. Maintenant, on va parler d'un court-métrage disponible sur YouTube et c'est obligé que vous l'ayez vu. On parle quand même de plus de 30 millions de vues aujourd'hui. Cette vidéo de 5 minutes a la simple description Kiwi test the golden nugget, it's delicious, nous met en scène ce fameux kiwi marchant dans un plan 2D en noir et blanc. Il dépasse dans un premier temps une sorte de bulle jaune au sol en y apportant une certaine attention. Lorsqu'il en croise une deuxième, il décide de la goûter. S'ouvre à lui un monde coloré, joyeux et léger. Forcément qu'il a envie de retenter l'expérience. Il réessaie encore et encore jusqu'à en altérer son physique, son humeur, son envie de plus en plus dépendante, son trip de plus en plus court, jusqu'au point de non-retour. Vous l'aurez compris, Nuggets est une métaphore de l'addiction. Ici, elle est explicitement représentée par une sorte de drogue dure, mais elle pourrait tout aussi bien être remplacée par l'alcool, les jeux d'argent, voire le sucre aujourd'hui. Toutes ces addictions nous changent moralement et physiquement. Et je trouve que ce petit court-métrage muet nous le décrit parfaitement. Personnellement, j'y pense à chaque fois que j'entends parler d'un drame causé par l'addiction. Ça peut tomber sur n'importe qui, et l'une des solutions étant d'en parler autour de vous. Le magasin des suicides. Ouais, on enchaîne, 2 sujets très gais, dis donc. Le magasin des suicides est une comédie musicale franco-belgeo-canadienne réalisée par Patrice Lecomte, sortie en 2012 et adaptée du roman éponyme de l'écrivain français Jean Telet, paru en 2007. Dans une ville sombre et morose où le bonheur semble avoir disparu, Paris.
C'est pas dit dans le film, hein, mais avec cette description, pour moi, c'est clairement Paris. La famille Tuvache tient une boutique très particulière, spécialisée dans la vente d'articles destinés à mettre fin à ses jours. Leur commerce prospère en répondant aux besoins d'une clientèle désespérée, jusqu'au jour où naît Alan, leur 3e enfant. Avec son enthousiasme contagieux, Alan va semer le trouble et peut-être redonner du goût à la vie à ceux qui l'ont perdu. Un film très chouette, bien qu'un peu malsain par moments, genre la scène de la grande sœur pour ceux qui savent. Mais vous le voyez rien qu'au titre du film que le sujet n'est pas forcément des plus joyeux. Sans parler de son esthétique assez léchée, terne et caricaturale, qui appuie le thème assez sombre, pris sous un angle original je trouve. Et c'est cette originalité et 2-3 scènes assez dures qui ont ancré ce film dans nos esprits. Je pensais ouvrir les veines, est-ce une bonne idée? Yelling Creature. Alors là, encore un sujet qui va aller très très vite, puisqu'il s'agit d'une très courte vidéo de 6 secondes montrant une sorte de... Bon, je vous montre. Cette vidéo date de 2006, je sais pas si on s'en rend compte. Elle entre dans les plus vieilles expérimentations pseudo-terrifiantes que l'on peut trouver sur YouTube. Alors que bon, aujourd'hui, un simple filtre sur une appli et on obtient le même résultat. Mais n'empêche qu'après ses 18 ans, on se souvient encore très bien de Yelling Creature. Non, c'est fort. Vincent. Vincent est un court-métrage d'animation en stop-motion réalisé par Tim Burton et sorti en 1982. Vous êtes nombreux à me l'avoir cité, car effectivement, ce court-métrage était diffusé avant l'étrange Noël de Monsieur Jack en format DVD. Et ce petit court-métrage de 5 minutes a réussi à bien plus marquer que le film pour certains. Sous la voix poétique du narrateur, on y suit Vincent Dupont, un enfant de 7 ans dont le rêve est de devenir comme le célèbre Vincent Price, acteur de films d'épouvante. Fan de la littérature d'Edgar Allan Poe, il s'imagine plonger sa tante dans la cire bouillante, transformer son chien en zombie, mais imagine aussi, malgré lui, sa femme enterrée vivante. Or, Vincent n'est qu'un petit garçon de 7 ans, rappelle sa mère, mais celui-ci n'en démord pas. Il sombre totalement dans la folie, persuadé d'être ce savant à l'existence meurtrie. Pour fuir cette folie, il alla vers la porte, mais il tomba, sans vie, comme une feuille morte. La mort de Joe dans Gloops, Je suis un poisson. Joe est l'un des méchants charismatiques que j'ai déjà traité sur la chaîne. Il est selon moi particulièrement bien amené pour un film que je trouve assez mid pourtant. Il est clairement son gros point fort. Sorti en 2000, ce film d'animation met en scène 3 enfants transformés en poissons, devant trouver un antidote tombé au fond de la mer avant 48 heures, sous peine de garder cette forme à vie. Et ce fameux antidote tombe entre les nageoires de Joe et de son pote requin, acquérant une certaine intelligence, se traduisant par la capacité de parler et de penser, amenant Joe à des ambitions de conquête de l'océan. Bon, je résume très grossièrement, hein, mais nos héros ont besoin de cet antidote, et Joe, quant à lui, en veut plus pour devenir de plus en plus intelligent. À la fin du film, tout espoir semble perdu pour nos héros. Fry rattrape Joe qui s'enfuit avec la potion et le confronte pour un ultime affrontement. Joe, lui, poussé par son orgueil de vouloir toujours plus, et face aux provocations de Fry, boit l'antidote encore et encore, mutant petit à petit son corps, jusqu'au moment fatidique. Est-ce qu'un humain peut respirer sous l'eau? Bien sûr que non! L'attaque des titans. On s'attaque maintenant à un animé japonais ayant retourné internet et le monde de la pop culture dans son ensemble quand celui-ci a été diffusé pour la première fois en 2013. Un animé ayant marqué par son histoire épique, son thème médiéval fantastique horrifique, ses personnages bien écrits et sa musique iconique. Mais voilà, s'il a sa place dans cet iceberg, c'est bien pour une raison. Cet animé, aujourd'hui pilier du genre, a été vu par beaucoup de monde, vraiment beaucoup. Et comme il n'est pas destiné à tous les publics, il s'avère que l'engouement autour de l'œuvre a tout de même attiré certains curieux trop jeunes ou trop sensibles.
L'épisode 1 en est l'exemple parfait. Comme la menace surgit dès cet épisode, ça a permis de faire le tri parmi les spectateurs préparés ou non. Si la vue de géants humanoïdes dévorant des humains sous des hectolitres de sang dégoulinant dans les airs ne s'avère pas être dans vos goûts personnels, ça n'est pas la peine de continuer. Tu m'étonnes que l'animé a dû en marquer plus d'un. Mais vraiment l'un des meilleurs animés d'action de sa génération. Ça me fait penser que je n'ai toujours pas regardé le dernier acte, sorti il y a 2 ans maintenant. Faudrait que je rattrape ça. Et pas de spoil, hein. Moi j'ai le droit, hein, pas vous. La filmographie de René Laloux. Quel grand nom du cinéma français qu'est René Laloux. Décédé il y a 21 ans maintenant, il nous a légué comme héritage 3 longs métrages dont j'aimerais vous parler dans cet étage de mon iceberg. La planète sauvage sorti en 73, Les Maîtres du Temps en 82 et Gandahar en 87. Commençons donc par le premier. La planète sauvage est un film réellement fascinant. Et c'est une grande fierté pour le patrimoine culturel français ayant inspiré des grands noms du cinéma à se lancer dans la science-fiction et la fantasy à leur tour. Mais on va pas se mentir, pour ma génération et celle avant la mienne, ce film peut nous paraître étrange au premier abord, voire terrifiant selon notre sensibilité. La direction artistique est unique, les dessins de Roland Topor sont surréalistes et l'ambiance est étrange, voire malsaine. En fait, ce film n'a juste pas les mêmes codes qu'aujourd'hui. La planète sauvage explore des thèmes philosophiques sur la liberté, l'oppression, la tolérance et la cohabitation possible entre individus diamétralement différents et pourrait tout aussi bien résonner aujourd'hui en vue des conflits actuels. Il suffit juste d'accepter la personnalité ésotérique et onirique de ce film. Tout est une question d'ouverture d'esprit et je vous encourage vivement à le découvrir. Et si sa direction artistique vous a convaincu, on peut donc passer à son deuxième long métrage, Les Maîtres du Temps. Je suis coincé. Je vais envoyer Piel vers les Dolongs, avec un micro. Porte-lui secours, je t'en supplie. Adaptation du roman de science-fiction L'Orphelin de Perdide de Stephen Wool, paru en 1958. Ce space opéra mêle aventure spatiale et onirisme, porté par le style visuel unique de Moebius, célèbre auteur français de bande dessinée, concepteur sur de nombreux chefs-d'œuvre du cinéma. Tout comme La planète sauvage, ce film offre un panorama de décors vastes et étranges, évoquant des paysages désertiques, des mondes luxuriants ou des cités futuristes. Mais aussi des créatures extraterrestres déroutantes, parfois grotesques et inquiétantes. Mais le tout sous une direction artistique rappelant fortement le style de la BD franco-belge des années 70. L'ambiance du film est vraiment pesante, le rythme est très lent et les plans se laissent contempler, sublimés par une bande sonore SF faite par les moyens numériques de l'époque. Je vous laisse apprécier. Enfin, je peux vous parler de Gandahar, que je considère comme étant son moins connu, du moins pas pour ma génération en tout cas. C'est la lutte. Adapté du roman de Jean-Pierre Andrevon, Les Hommes-Machines contre Gandahar, paru en 1969. Gandahar a donné lieu à un pilote réalisé en 1977, mais le long métrage proprement dit n'est concrétisé que 10 ans plus tard. Gandahar perpétue la tradition à base de décors SF variés et oniriques, de créatures insolites et d'éléments psychédéliques. Cependant, ce film-là possède selon moi bien plus d'éléments perturbants et dérangeants. Entre les robots nazis, les créatures immenses et ces espèces d'humanoïdes difformes, possédant plusieurs membres placés aléatoirement, comme des yeux sur le corps, des jambes ou des seins en plus, voire plusieurs têtes. Ouais, vraiment perturbant. Je sais que ces 3 films peuvent sembler plus fascinants que terrorisants au premier abord. En fait, tout dépend de vous et de si vos parents vous laissaient regarder de tout quand vous étiez petit. La grande majorité auront été marqués par les classiques Disney, et d'autres par la filmographie de notre regretté René Laloux. Micha Mi-Chien. Oui, encore un dessin animé abordé aussi profondément dans l'iceberg. Et il a ses raisons, croyez-moi. Mais contrairement à Courage le chien faussard, Micha Mi-Chien n'est pas un dessin animé à but horrifique, l'ambiance est bien plus légère.
Alors, qu'est-ce qu'il fout là? Eh bien, c'est à cause d'un certain épisode exploitant la délicieuse pratique du body horror. Oui, dans un dessin animé pour enfants. De son nom français Dents pour deux, il s'agit du deuxième épisode de la saison 3. Dans celui-ci, lors d'une visite chez le dentiste, chat et chien découvrent qu'ils s'influencent mutuellement la santé de leurs dents. On rappelle qu'ils n'ont pas de corps inférieur. On a un chat, la partie centrale et un chien. Ne me demandez pas comment ça marche, c'est déjà bien assez perturbant comme ça. Et comme chien ne mange que des cochonneries, les dents de chat sont en conséquence pourries jusqu'à l'os. Il essaie alors de changer le régime alimentaire de chien pour y remédier, mais n'y arrivant pas, il décide de s'attaquer directement à la racine du problème en lavant les dents de chien dans son sommeil pour espérer soigner les siennes. Vient alors une scène des plus dégoûtantes et horrifiques que le monde des dessins animés tout public a rarement connu. Je ne plaisante pas, hein, c'est pas beau à voir. Vous avez compris les jeunes, lavage de dents 3 fois par jour, c'est important. Dark Crystal. Dark Crystal est un film américain de fantasy sorti en 1982. Et si je l'aborde ici, c'est parce que les personnages et créatures du film sont entièrement animés grâce à des marionnettes, ce qui en fait donc un film d'animation. Et quel film d'ailleurs! Vraiment, mis à part les quelques productions amateurs sorties dans l'ombre et l'indifférence du grand public, il va être difficile de trouver un film de ce type considéré comme un classique du cinéma fantastique. Et forcément, qui dit marionnette, dit étrangeté, curiosité et fascination. Dans tous les cas, je sais que c'est un style qui ne plaît pas à tout le monde. Heal the crystal. Contrairement aux contes féeriques classiques, Dark Crystal adopte une ambiance sombre et parfois inquiétante. L'univers du film est peuplé de créatures au design varié et complexe, parfois inspirés d'animaux réels, parfois totalement fantasmagoriques. Les décors eux-mêmes semblent vivants, regorgeant de détails biologiques et texturés qui renforcent l'impression d'un monde ancien et magique. Chaque élément, des paysages aux créatures, a été conçu pour immerger le spectateur dans un univers à la fois mystique et étrange, inspiré des peintures de Brian Froud, qui a défini toute l'esthétique du film. Et comme il s'agit d'un film des années 80, qui plus est en animation par marionnette, il a réussi à traumatiser certains spectateurs de ma génération. On sent tout de même une certaine nostalgie derrière cette œuvre en vue du préquel de Dark Crystal sorti sur Netflix en 2019. Série malheureusement annulée après une seule saison. Mais dans tous les cas, regardez Dark Crystal pour votre culture. C'est un film qui ne vous laissera pas indifférent, ça c'est une certitude. Pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre, je vous imagine bien derrière votre écran à vous demander pourquoi il y a juste la lettre U écrit en gros. Je ne parle pas de l'enseigne de grande distribution, mais bien du film. U est un film d'animation français sorti en 2006, utilisant la technique du dessin animé avec des décors à l'aquarelle. L'histoire suit Mona, une jeune princesse solitaire vivant dans un château en ruine. Un jour, elle reçoit la visite de U, une licorne bienveillante qui devient son amie et protectrice. Avec l'arrivée d'un groupe de musiciens bohèmes, Mona découvre l'amitié, l'amour et la liberté, mais aussi les doutes et les peines qui accompagnent le passage à l'âge adulte. U est un film à l'approche très spéciale et ne convient pas aux enfants selon moi. Non pas qu'il y ait des scènes gore, des moments obscènes ou terrifiants, loin de là. Juste que le film pousse vers une certaine réflexion, dirigée vers un public plus mature. Ça parle de la découverte de la sensualité et plus loin encore de sa sexualité. Or, j'ai cru comprendre de beaucoup d'entre vous que vous avez vu ce film dans un cadre scolaire quand vous étiez en primaire. Je peux capter qu'il vous ait assez perturbé. Et la raison pour laquelle il se trouve à cet étage de mon iceberg et pas plus haut, c'est tout simplement dû à sa discrétion. C'est pas un film particulièrement cité en soirée, on va dire. Raciste Mario. Holy shit! He's killing all the non-Nintendo racers! What is he, some kind of racist? 163 millions de vues. Pour une vidéo de merde en plus. On suit Mario et sa bande durant une course de cartes, ainsi qu'une multitude de personnages de licences de jeux vidéo hors Nintendo. Il s'avère que Mario n'est pas très tolérant envers eux, d'où le titre. Bref, Mario bute tout le monde, même ses amis, à base de lacération, pénétration, éviscération et toute autre horreur en sion, laissant même échapper le N-word à un moment, sans parler des allusions aux violences conjugales et autres viols sur personnages en détresse physique. Non, c'est juste gore et débile. So, you like it to go fast, huh?
Les triplettes de Belleville. Les Triplettes de Belleville est un film d'animation franco-belge réalisé par Sylvain Chomet et sorti en 2003. L'histoire suit Madame Souza, une grand-mère déterminée à retrouver son petit-fils champion, un cycliste enlevé par la mafia lors du Tour de France. Avec son fidèle chien Bruno, elle se lance à sa recherche et fait la rencontre des Triplettes de Belleville, d'anciennes chanteuses de music hall excentriques qui l'aident dans sa quête. Le film adopte un trait caricatural très distinctif, inspiré de la bande dessinée franco-belge. Et les personnages sont exagérément déformés, comme Champion, au corps maigre et angulaire avec un nez énorme, ou les mafieux massifs et cubiques. L'animation en 2D traditionnelle privilégie le mouvement et le détail, avec des scènes très travaillées où le langage corporel, les mimiques et les bruitages nous racontent l'histoire, minimisant les dialogues au profit d'une narration visuelle au montage lent et contemplatif. D'ailleurs, le film joue sur des tons sépia, des teintes fanées et des contrastes marqués, renforçant l'aspect vintage et mélancolique de l'univers. Et tout ce cocktail, en fait, ça peut aisément créer une sorte de malaise ambiant qui peut s'avérer fascinant ou bien au contraire répulsif. Je me souviens, quand j'étais petit, j'aimais pas ce film, j'aimais pas ce qu'il dégageait. Et pourtant, il avait un goût de reviens-y assez particulier. Vraiment, ce style graphique n'est pas passé inaperçu et a marqué son public, ainsi que l'industrie du cinéma dans sa globalité, ce qui explique les nombreux prix qu'il a remportés. Même les Simpsons lui ont rendu hommage à travers leur célèbre générique au rendu vraiment magnifique. Pas comme le prochain sujet qui arrive par contre. Téléchat. Ah, Téléchat, émission devenue culte pour ma génération grâce au fameux épisode du Joueur du Grenier sorti il y a 15 ans maintenant. Et je pense très sincèrement que la plupart d'entre nous l'avons découvert à cette occasion. Du moins, c'est mon cas. C'est pour toi, Grouchat. Téléchat écoute. Ici Albert, le dictionnaire. En vrai, le chant lui-même est boring as fuck, mais on a surtout retenu tous ces personnages sortis des enfers. Que dis-je, ces personnages, ces abominations, oui. On va mettre de côté nos deux présentateurs Chat et Autruche, qui sont clairement les cadets de nos soucis dans cette émission. Non, on va plutôt mettre la lumière sur ces terreurs nocturnes que sont ce foutu téléphone au visage de Thomas le Train, son petit frère Micro, ayant quant à lui l'immense privilège de posséder une oreille, quelle chance, le grille-pain visage arraché bien évidemment, le balai Staline et son pote aspirateur, mais aussi notre duo de choc, cuillère et fourchette, comment les oublier ces deux-là? Et entre deux actualités dont tout le monde se branle, il y avait souvent une page de pub avec ce personnage des plus perturbants. Cirage nul, le cirage des vice-consuls. Mais c'est pour les chaussures, Pipu. Bref, cette émission, c'est la foire aux monstres et je suis bien content de ne pas l'avoir connue à la télé. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires si ça a été votre cas. Akira. Akira, cultissime film d'animation japonais réalisé par Katsuhiro Otomo, sorti en 1988 et adapté de son propre manga, sorti 6 ans plus tôt. Mais de quoi ça parle ? En 2019, dans la mégalopole dystopique de Neo-Tokyo, gangrénée par la violence et la corruption, Kaneda et Tetsuo, deux jeunes membres d'un gang de motards, se retrouvent impliqués dans un projet militaire secret. Après un accident, Tetsuo développe des pouvoirs psychiques incontrôlables, menaçant de plonger la ville dans le chaos. Tandis que le gouvernement et les factions rebelles tentent de gérer la situation, une menace plus grande encore se profile, liée à une entité mystérieuse nommée Akira. Et rien à voir avec un quelconque trauma, mais j'ai employé le terme cultissime car Akira possède l'un des plans cinématographiques les plus repris de la pop culture, son célèbre dérapage de moto. Mais bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est le traumatisme qu'il a réussi à nous transmettre à travers ces scènes maîtrisant le body horror animé comme peu de films l'ont exploité auparavant. Et encore, ça n'est que le début de la transformation. Ce pauvre Tetsuo perd totalement le contrôle de son corps, se changeant en une gigantesque monstruosité de biomasse, entravée par les plaques métalliques et les câbles d'alimentation. Un véritable cauchemar cyberpunk, voire biopunk dans ce cas-ci. Un amas de chair que même son propre frère n'a pas pu contenir.
Jamie R. On va rester dans le domaine du body horror, mais cette fois-ci dans une ambiance plus légère. On se dirige maintenant vers YouTube avec la chaîne de Jamie R, avec ses créations sortant clairement de l'ordinaire. Vous allez vite capter. Comme vous pouvez le constater, Jamie R est maître en la matière quand il s'agit de déformer des corps, les malaxer dans tous les sens, les transformer, les étirer et surtout jouer sur le principe d'éviscération et de prolapse en sortant régulièrement les chairs et les organes par les orifices de nos protagonistes. Faut avoir l'estomac bien accroché pour apprécier ce genre de création, mais je salue le sound effect et l'animation incroyablement bien maîtrisés. Et vraiment, sa dernière vidéo en date est particulièrement dégueulasse à voir. Le voyage d'Edgar dans la forêt magique. Film d'animation américano-britannique sorti en 93, Once Upon a Forest, de son nom original, suit l'histoire d'Edgar, une jeune taupe menant une vie paisible avec ses amis jusqu'au jour où un accident de camion humain propage un gaz toxique dans la forêt. Leur ami Michel tombe gravement malade et Edgar, accompagné d'Abigail la souris et Russell le hérisson, part en quête d'une fleur rare, seul remède pouvant la sauver. Le voyage d'Edgar est un film que j'ai beaucoup vu petit et qui m'a profondément marqué par la dureté de certaines scènes. On est un peu dans la même veine que Zack et Krista, avec son message de fond écologique, la protection de la nature, tout ça. Mais celui-ci est plus explicite dans la manière de nous montrer les conséquences sur les êtres vivants, subissant de plein fouet la présence de l'homme et la pollution qu'il engendre. Je me souviens parfaitement de l'accident du camion-citerne, du gaz qui s'en échappe, de la musique angoissante et surtout de la mort des parents de Michel, intoxiqués par le gaz mortel. Et cette scène des plus marquantes n'est que l'élément déclencheur de l'aventure périlleuse qui attend nos héros. Sur leur chemin, ils vont croiser une chouette borgne voulant les bouffer, ainsi que des humains en combinaison étanche, emprisonnant Edgar et le ramenant à un simple état animal sans défense. Et enfin, parmi les grosses menaces, les monstres jaunes comme ils les appellent, ces énormes engins de chantier détruisant leur environnement. Le voyage d'Edgar dans la forêt magique fait partie de ces classiques de notre enfance, mais qui est malheureusement tombé dans l'oubli dû au fait qu'il ne soit tout simplement pas un Disney. Je vous assure qu'une bonne distribution aurait permis au film de persister dans le temps, car son message et sa mise en scène sont très audacieux pour un film d'animation pour enfants. Don't Hug Me, I'm Scared. Don't Hug Me, I'm Scared est une web-série britannique pour adultes mêlant comédie musicale joyeuse et amusante et horreur graphique et inattendue. Elle se distingue par son mélange unique de surréalisme, d'humour noir et d'éléments effrayants. Une œuvre ayant pas mal tourné sur internet en 2011. Le premier épisode de cette série de 10 est une bonne entrée en la matière, mettant en scène Yellow Guy, Red Guy, Duck et un certain carnet de croquis autour d'une table dans une cuisine. Le carnet encourage ses amis à jouer de leur créativité dans leur quotidien. Une créativité débordante de naïveté et d'enfantillage au premier abord, mais se révélant de plus en plus borderline au fur et à mesure que l'épisode progresse, jusqu'au point de rupture, cassant même le quatrième mur. Les autres épisodes ont aussi leur moment de trauma, avec par exemple le deuxième, mais cette fois-ci sous la direction de Monsieur Horloge. Un vrai bonheur. Rassurez-vous, je ne vais pas tous vous les montrer, je vous invite donc à découvrir cette série par vous-même, si le délire vous plaît bien sûr. La chimère dans Full Metal Alchemist. Presque devenu un running gag aujourd'hui dans la communauté animé manga, il n'empêche qu'on faisait pas trop les fiers quand on est tombé sur cette scène la première fois. Je vous résume.
Dans l'épisode 7 de FMA Brotherhood, Edward et Alphonse Elric, nos deux héros de l'histoire, rendent visite à Tucker, un alchimiste d'État spécialisé dans la création de chimères. Il vit avec sa fille Nina et son chien Alexander. Tucker semble d'abord être un homme charmant et accueillant, aimant plus que tout sa fille, mais s'avère complètement angoissé à l'idée de perdre sa licence d'alchimiste. Les frères Elric découvrent alors une vérité terrifiante. Pour conserver son titre d'alchimiste d'État, il a utilisé l'alchimie pour fusionner Nina et son chien en une seule entité capable de parler. Une action ayant retourné nos boyaux à l'époque, rappelant les pires horreurs dont l'homme a été capable pour la science au cours de notre histoire. Bon, malheureusement, la scène a beaucoup trop tourné sur internet, la transformant en un simple mème, décrédibilisant l'impact de cet épisode. Le roi et l'oiseau. Le Roi et l'Oiseau est un film d'animation français réalisé par Paul Grimaud et sorti en 1980. Ce film nous raconte l'histoire d'un roi tyrannique et narcissique régnant d'une main de fer sur le royaume totalitaire de Tachycardie jusqu'au jour où un oiseau moqueur défie son autorité. Mais le roi, lui, ne pense qu'à l'amour qu'il ressent envers une bergère, se trouvant sur l'unique œuvre d'art du royaume ne représentant pas sa propre personne. La nuit tombée, les tableaux et statues s'animent et la bergère retrouve son amant ramoneur. Malheureusement pour notre jeune couple, la représentation du roi via son portrait peint sur un tableau veut lui aussi mettre la main sur cette bergère. Poursuivi à travers le palais gigantesque mais aidé par l'oiseau, il tente d'échapper à la tyrannie du souverain, s'étant débarrassé du roi original pour mener à bien sa quête. Vraiment désolé si je me suis embrouillé ou si j'ai dit 2-3 bêtises, ça fait longtemps que je n'ai pas revu ce film. Mais j'en garde tout de même un profond souvenir concernant sa direction artistique unique. Car c'est de là que sont tirées les angoisses de certains d'entre vous. Je me souviens de ce fameux plan du rhinocéros, du colosse de fer, des agents de propagande royale et de la révolte des lions. Vraiment, tout est fait pour instaurer une ambiance pesante et claustrophobe, métaphore politique et poétique sur la lutte contre l'oppression et l'importance de la liberté. Franchement, ce film est au même niveau que La Planète Sauvage. C'était beaucoup trop perché pour nous étant petits. On n'avait pas encore toutes les clés en main pour comprendre pleinement l'œuvre et on ne retenait finalement que ce qui nous semblait le plus stimulant, menant certains à développer des traumas. Et si vous en avez par rapport à ce film, revoyez-le aujourd'hui, vous y verrez plus clair. Ne gardez pas un souvenir biaisé de cette œuvre. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, sorti en 95 et réalisé par Mamoru Oshii, est un film d'animation cyberpunk adapté du manga éponyme de Masamune Shirow. Dans un futur où les humains peuvent fusionner avec la technologie, le major Motoko Kusanagi, une cyborg d'élite de l'unité spéciale antiterroriste gouvernementale, traque un mystérieux hacker connu sous le nom de Puppet Master. Au fil de son enquête, Motoko remet en question sa propre identité et la frontière entre l'humain et la machine. C'est ça qui est beau avec le cyberpunk. Où se trouve cette fameuse frontière? Jusqu'à quel point peut-on encore se considérer comme humain, malgré toutes les modifications mécaniques ou génétiques qu'on a pu subir? Sommes-nous encore nous? Mais outre l'aspect philosophique que ce sujet peut apporter, il constitue également une véritable mine d'or en termes de propositions graphiques. Vous l'avez vu plus tôt avec Akira. Pour imager mes propos, je vous partage cette scène assez connue où Motoko combat elle seule un tank, devant se dénuder pour se rendre invisible, jusqu'au moment où elle tente d'arracher la trappe du véhicule par la seule force de ses bras. Une scène particulièrement graphique et surprenante, malgré que l'univers du film et du cyberpunk en général nous ait habitués à ce genre de choses. Et cette exécution froide et mécanique met forcément mal à l'aise, car notre protagoniste ne nous laisse paraître aucun signe de douleur et donc impose à nous spectateurs une certaine barrière empathique contre elle et tous ceux de son type. Vraiment, une vraie leçon morale et psychologique ce film. Tu m'étonnes qu'il ait marqué plusieurs générations, aujourd'hui amoureuses de science-fiction. Richard au pays des livres magiques. Richard au pays des livres magiques est un long métrage américain sorti en 94, mêlant animation 2D et 3D et prise de vue réelle. Le film reçoit à sa sortie des critiques mitigées et ne rencontre pas le succès auprès du public. Et pourtant, c'est un film que beaucoup d'entre vous connaissent. Pour les enfants des années 90-2000, ayant connu les VHS et DVD, on a pu découvrir tous ces films n'ayant pas rencontré le succès à leur sortie en salle. Des films comme Gloops, Je suis un poisson que j'ai présenté plus tôt, ou encore Les 4 dinosaures et le cirque magique, sorti quant à lui en 93.
Richard, un garçon timide et solitaire de 10 ans, se réfugie dans une bibliothèque lors d'un orage. Il est alors propulsé dans un monde animé où les figures des grands classiques de la littérature prennent vie. Guidé par un trio de livres parlants, l'aventure, la fantaisie et l'horreur, Richard doit vaincre ses pires craintes s'il espère revenir dans son monde. Et dans une des scènes du film, le trauma survient lors de la transformation cauchemardesque du personnage de Dr. Jekyll. Oui, lui-même. Dr. J? My name is Mr. Hyde. Vous pouvez voir toute l'horreur dégagée par ce visage qui est resté ancré dans l'inconscient collectif. Encore en partie humain, Dr. Jekyll, se nommant désormais Mr. Hyde, arbore un visage démoniaque dont la vue a, je suis sûr, provoqué quelques pipis au lit pour certains. Le cauchemar de Pingu. Oh que oui, vous l'attendiez celui-là. Le nombre de personnes étant tombées sur ce fameux épisode. Ça a été mon cas et je dois avouer que ça ne m'a pas spécialement choqué à l'époque. En même temps, j'entrais dans l'adolescence à ce moment-là. Ce qui n'est clairement pas le cas pour tout le monde. On suit donc notre petit manchot Pingu s'endormant dans son lit, mais celui-ci fait un cauchemar. Son igloo s'envole et son lit se met à bouger et à se déplacer tout seul. Pingu est au départ un peu décontenancé par la situation, mais finit par y prendre goût. Mais quelque chose fait son apparition en arrière-plan, quelque chose qui se montre de plus en plus, jusqu'au fameux jumpscare. Mais quel enfer! Regardez-le en train de bolos notre petit manchot. Il lui bouffe même son lit comme si c'était un Kinder Pingui, avec ses dents, ses énormes moustaches et son museau de con là. Les courts-métrages de Hardman. Vous savez quoi? On va rester encore un peu dans l'animation en pâte à modeler. J'aime bien ce style. Et quel est le meilleur studio représentant de cette technique? Hardman Animation bien sûr. Studio que j'ai présenté sur la chaîne. Faudrait que je me mette à en refaire d'ailleurs. Mais bref, faut savoir que Hardman Animation date de 1972 et ses premières créations de 77. C'était obligé que le gap entre cette époque et la nôtre allait créer un certain malaise. Parmi tous ces courts-métrages, comme les tout premiers Animated Conversation, puis Creature de Comfort, en passant par certains devenus cultes comme Un mauvais pantalon, mettant en scène notre duo Wallace et Gromit, il en existe des plus discrets, plus ésotériques et plus chelous. Commençons déjà par le court-métrage Jamais sans mon sac à main, sorti en 93, plutôt inoffensif celui-là. Un court-métrage jouant sur les grandes pièces aux objets difformes et allongés, très Tim Burton. Je sais pas ce qui me perturbait le plus dans ce court-métrage, entre le diable qui enlève l'âme de la grande-tante, le fait qu'il se change en sac à main bouffant tout ce qui l'entoure, ou bien le manque cruel de cheveux sur la cabosse de notre gamine. Le deuxième est plus vieux, sorti en 90, intitulé Ident, est tiré d'une série de 5 courts-métrages commandés par Channel 4 en 1989. J'ai sélectionné celui-là parce que vraiment, ça vaut le détour, croyez-moi. Vraiment, ce court-métrage, on comprend rien. C'est malsain, c'est bizarre, les bruitages et l'ambiance musicale foutent les boules, on est coincé dans un monde de pâte à modeler poisseuse et collante. Les personnages parlent en onomatopée, on se perd dans les décors, juste sauvez-moi de ce bad trip en fait. Enfin, j'aimerais vous partager un dernier court-métrage, mais cette fois-ci en mélange 2D 3D. Et là, vous allez me dire, ça va, la 2D c'est moins perturbant que la clé animation, ça va être tranquille. On y suit deux sœurs vivant misérablement dans une cabane en bois flotté au bord de la mer. Mais leur quotidien change à chaque nouveau marin échoué sur la plage. Les sœurs ne sachant comment se comporter socialement, l'homme prend peur et s'enfuit. Mais la marée a toujours raison. On découvre alors dans un spectacle macabre le sort de tous ces pauvres gens noyés, éviscérés puis fumés, constituant alors une assemblée d'amis improvisés, tous invités à prendre le thé. Oh,
et j'ai failli oublier. Petit ajout de dernière minute, mais ça me semblait nécessaire. Je voulais vous montrer un petit court-métrage d'Aardman qui m'a marqué en collaboration avec Greenpeace. Turtle Journey raconte l'histoire d'une famille en road trip dans un océan soumis à des pressions croissantes dues au changement climatique, à la pollution plastique, au forage pétrolier et à la surpêche. Malheureusement pour notre petite famille, tout ne se passa pas comme prévu. Les enfants tortues ne comprennent pas vraiment la situation et le témoignage du père en pleine interview est absolument déchirant. Bref, du super travail de la part de Aardman. En clair, des courts-métrages variés, de qualité, bref, merci Aardman pour tout ce que vous avez fait pour nous. Pink Floyd, The Wall. Dans ce nouveau sujet, on va cette fois-ci se plonger dans un clip musical mondialement célèbre, Another Break in the Wall Part 2, provenant de l'album The Wall, sorti en 1979. Dans ce clip, on y voit des images en prise de vue réelle, montrant la ville, des enfants et des jeunes adultes, sous le contrôle autoritaire d'un vieux personnage, bien vêtu, mais surtout animé en animation traditionnelle. Le clip critique le système éducatif rigide et répressif, qui écrase la créativité et impose la conformité. C'est une métaphore du contrôle social, où l'école est vue comme une fabrique de citoyens obéissants, à l'image d'un régime autoritaire. Mais les images de ce clip, sorti en 2011 sur YouTube, ne viennent pas de nulle part. Elles sont issues d'un film musical, Pink Floyd The Wall, sorti en 1982, mêlant prise de vue réelle et animation psychédélique. Et parmi toutes ces scènes violentes, gore, malsaines ou perturbantes, j'aimerais en aborder une qui m'avait bien marqué quand je l'ai vue. Métaphore de la passion virant à la domination étouffante et destructrice, cette scène, d'une fluidité remarquable, mène par la suite à une seconde partie, dans un premier temps contemplatif, puis brutal, suivant la progression rapide de cet immense mur. Un véritable choc pour les yeux, même 43 ans après. Les animaux du bois de Katsu. Les animaux du bois de Katsu est une série d'animation germano-franco-britannique diffusée entre 93 et 95. Adaptée des romans pour enfants de Colin Dan, elle suit un groupe d'animaux sauvages obligés de quitter leur forêt en raison de la destruction de leur habitat par les humains. Menacés à la fois par l'homme et la sécheresse de l'été, les animaux sont contraints de fuir pour sauver leur vie et n'ont plus qu'un seul espoir, parvenir à rallier le parc de Daim Blanc, une réserve naturelle où tous pourront vivre en paix. Mais bon, il se trouve dans l'iceberg et j'imagine que vous avez retenu la leçon avec le voyage d'Edgar dans la forêt magique abordé tout à l'heure. En effet, ce dessin animé possède une quantité presque industrielle de scènes d'attaque, d'accidents et de morts, soit causées par l'homme, la principale menace de la série, soit par des prédateurs sur des proies innocentes et sans défense. Et là où Rouge Muraille, avec son petit côté Game of Thrones, pouvait marquer par le nombre de personnages tués, les raisons sont en général connues et appréhendables, car les conflits mis en scène s'inspirent de nos comportements humains. Mais ici, cette cruauté et cette vision crue de la mort est le fruit d'une situation injuste. Le rapport de force est clairement désavantageux. Pour illustrer mes propos, je voulais vous partager quelques scènes de mort atroces que j'ai retenues de ce dessin animé. Un vrai cauchemar. La chaîne de Félix Colgrave. La chaîne YouTube de cet artiste est une véritable mine d'or pour les yeux. On ne compte pas tant de vidéos que ça en presque 15 ans d'existence, mais il est certain que beaucoup d'entre vous soient tombés sur l'une d'entre elles, comme celle-ci à 54 millions de vues. On observe déjà un certain style graphique particulier et très organique. Mais si on veut rentrer dans le gore maintenant, il faut se plonger un peu plus profondément dans sa chaîne, dans ses premières créations animées, plus expérimentales je dirais. La volonté ici n'était pas forcément de raconter une histoire, mais plutôt de présenter sa vitrine artistique. On peut commencer par sa vidéo Full Body Prolapse, constituant une boucle d'animation d'une petite créature subissant ce que le titre laisse entendre. Mais aussi The Pigmen, court-métrage un peu plus long, absolument déroutant et perturbant.
Ou encore Man Spaghetti, complètement perché, mettant en scène deux adversaires dans une arène. Au fur et à mesure que le premier se fait tirer dessus, chaque trou laisse pousser une tête d'animal atroce. Le ton est bien entendu humoristique, mais l'approche visuelle est particulièrement dégueulasse. Les Grizzly Tales. De son nom français Cinétrouille, Grizzly Tales for Gruesome Kids est une série télévisée d'animation horrifique britannique basée sur la série de livres pour enfants du même nom de Jamie Ricks, publiée en 90. Les Grizzly Tales proposent des histoires courtes et macabres, souvent sous forme de contes moralisateurs, où des enfants mal élevés ou méchants finissent par subir des sorts horribles. Le ton de la série oscille entre humour noir et horreur, avec une narration exagérée et des fins souvent cruelles. Chaque épisode commence et se termine dans un cinéma étrange, tenu par le gardien du cinéma, un personnage sinistre qui présente les histoires avec cynisme. Vous l'aurez remarqué, le style graphique est en stop motion, plus précisément en puppet animation. Quant au gros de l'épisode, moins intéressant je trouve, on a une animation 2D low budget, très colorée et mal animée, rappelant les pires films de Dingo Pictures. Et comme l'émission a été diffusée durant la grande partie des années 2000, beaucoup d'enfants sont tombés dessus et ont particulièrement retenu son générique. Amy. Amy est un petit court-métrage d'étudiants sorti sur YouTube en 2010 sur la chaîne Carly Jane Cholton Animation. Cette vidéo a fait le tour d'internet et cumule aujourd'hui pas moins de 11 millions de vues. On y voit une jeune fille vêtue de rouge nourrir son chat dans la cuisine. Elle semble vivre avec une figure adulte, sûrement son père, dont l'ombre est représentée par un loup menaçant. Elle cherche clairement à éviter son attention, car aussitôt confrontée à lui, elle se retrouve piégée par son emprise. Je ne vais pas vous faire un dessin, on est clairement sur de la violence abusive sur enfants. Après, s'agit-il de violence physique ou sexuelle, on ne peut le déterminer. Mais le message ici est assez clair. Ne pouvant plus tenir face à cette situation, Amy prend la décision d'en finir une bonne fois pour toutes. On peut lire dans la description de la vidéo « Une petite fille a peur du loup qui vit avec elle dans la maison. Mon animation de 2e année appelée Amy. » Elle partage également sa gratitude envers son public et pour les nombreuses réactions et fanart autour de son court-métrage. Elle témoigne que son professeur d'école s'est opposé à cette idée cruelle selon ses mots, mais qu'elle est heureuse d'avoir défendu son idée et d'avoir créé son animation. Et je suis bien d'accord, ce genre de sujet est important. Et même si ce court-métrage peut choquer, il faut continuer de proposer ce genre d'œuvre et de montrer ça aux enfants peu sensibles et en âge de comprendre. Marie et Max. Marie et Max est un film d'animation australien en pâte à modeler sorti en 2009. Marie, une fillette australienne de 8 ans, mène une vie solitaire et peine à s'intégrer à l'école où elle est souvent la cible de moqueries. Un jour, elle décide d'écrire à un correspondant choisi au hasard dans un annuaire new-yorkais dans l'espoir de se faire un ami. Sa lettre parvient à Max, un homme juif de 44 ans en surpoids et atteint du syndrome d'Asperger. Contre toute attente, une profonde amitié naît entre eux, les liant pour de nombreuses années. Inspiré d'une histoire vraie selon son réalisateur, Marie et Max est un film à la fois sombre, touchant et drôle, abordant des thèmes comme la dépression, l'autisme, la solitude et l'acceptation de soi. Des thèmes durs, couplés à une animation en pâte à modeler et un chara-design sortant de l'ordinaire. Et je suis sûr que certains parents ont montré ça à leurs gosses, pensant que ce film serait drôle et naïf. Si vous vous reconnaissez dans cette description, revoyez-le. Il peut effectivement vous donner le cafard selon votre mood, mais je vous assure qu'il est particulièrement émouvant. C'est peut-être pour ça que je n'ai aucun ami. J'en ai pas moi aussi. Mes larmes font barbouiller mes mots. J'espère qu'un jour, nos trottoirs se croiseront. Global Politics in 30 seconds. Bon, là c'est simple, ça sera l'un des sujets les plus courts de cet iceberg je pense. L'extrait que je vais vous montrer, datant de 2007, ne dure même pas les 30 secondes comme indiqué dans le titre. Mais c'est déjà trop en vue du mauvais goût de ce truc. N'empêche que la situation politique actuelle n'a pas réellement changé en 18 ans, c'est fou. Global Politics in 30 seconds.
Devilman est une franchise emblématique du manga et de l'animation japonaise, créée par Go Nagai en 1972. Son influence s'étend sur plusieurs décennies, avec de nombreuses adaptations et réinterprétations de l'œuvre. Go Nagai souhaitait créer un manga d'horreur. À l'origine, il avait prévu une histoire où des démons possédaient des humains, mais son éditeur lui suggéra de rendre le héros mi-humain, mi-démon pour élargir son public. Ainsi naît notre héros Akira Fudo, un jeune homme timide qui fusionne avec le démon Amon sous le nom de Devilman pour lutter contre une invasion démoniaque. On compte parmi ces adaptations l'animé Devilman original, sorti entre 72 et 73. Diffusé la même année que le manga, la série télévisée Devilman s'éloigne complètement du ton sombre du manga, et donc plus accessible avec un ton plus proche des super-héros que de l'horreur apocalyptique. Mais malgré ces différences, cet animé a contribué à populariser Devilman auprès du grand public. Sans oublier son film d'animation Mazinger Z contre Devilman, liant l'univers Gundam et celui des démons. Sort alors 3 OAV, bien plus fidèles au manga, plus sombres et sanglants. En premier lieu, Devilman The Birth, sorti en 1987, racontant l'origine d'Akira en tant que Devilman. I'm gonna send you straight back to hell! On a ensuite Devilman The Demon Bird, sorti 3 ans plus tard, introduisant Sirène, l'une des antagonistes marquantes de l'univers de Devilman. Et enfin, Amon The Apocalypse of Devilman, encore plus sombre et sanglant, bien que plus court que les 2 précédents films. Celui-ci se concentre moins sur les dialogues et les chorégraphies, mais plus sur l'horreur choquante et cruelle. Regardez cet extrait et vous comprendrez. En clair, ces OAV marquent un retour aux racines horrifiques de l'œuvre, avec une violence accrue et un ton plus adulte, ayant réussi à traumatiser de nombreux enfants ayant eu le malheur de les visionner. Mais ces enfants ont grandi. Et quelle ne fut pas leur surprise de retrouver Devilman dans une nouvelle adaptation animée sortie quant à elle sur Netflix en 2018, Devilman Crybaby. Un animé que j'ai adoré de par son animation particulière, ses chara-design, ses scènes de gore ou d'obscénité, bref, un animé généreux, acclamé par les fans de la première heure et accueillant de nouveaux adeptes comme ça a été mon cas. Peut-être un traumatisme pour de futures générations, qui sait. The Sandman. Le Marchand de Sable est un court-métrage britannique sorti en 91 réalisé par Paul Berry, un animateur ayant travaillé par la suite sur L'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore James et la pêche géante. Ce court-métrage nommé aux Oscars a dû lui ouvrir les portes de sa carrière. Dans ce petit film d'épouvante en stop motion, on y suit un petit garçon allant se coucher sous la lumière du croissant de lune. Dans un premier temps, lorsque sa mère lui demande d'aller au lit, le petit garçon ne se sent déjà pas très à l'aise, partageant son mal-être à nous spectateurs. Apparaît alors le Marchand de Sable, une créature mi-humaine, mi-oiseau, se glissant dans la maison pour y chercher l'enfant. Et il n'est pas là pour l'envoyer au pays des rêves avec son sable magique, non, non. Sa présence en ces lieux présente une tournure plus glauque et cruelle. Je comprends pas, il n'a pourtant rien fait de mal, ce gosse. Je vais profiter de cette œuvre de Paul Berry pour introduire mon prochain sujet, un film sur lequel il a supervisé l'animation. Monkey Bone. Monkey Bone est un film réalisé par Henry Selick, oui encore lui, sorti en 2001 et mêlant prise de vue réelle et animation. On y suit les aventures de Stu Malet, un dessinateur de bande dessinée connu pour avoir créé son personnage Monkey Bone. Un jour, alors qu'il allait demander sa copine en mariage, il a un accident et tombe dans un coma profond, l'envoyant directement à Downtown, un monde mêlant rêve et cauchemar peuplé de créatures cheloues. Monkey Bone possède des scènes particulièrement dérangeantes, que ce soit en live, en animation 2D, mais aussi en puppet. Ce mélange crée un sentiment bizarre de vallée de l'étrange et d'inconfort. Monkey Bone est complètement taré et pervers, à l'image des vieux cartoons irrévérencieux à la Tex Avery. Clairement, ce qui a inspiré Jeff Panaclock aujourd'hui, je pense. Vous l'aurez compris, Monkey Bone est étrange, mais pas à la manière d'un Beetlejuice un peu drôle, spooky et bon enfant. Là, dans ce film, les costumes, les CGI, les puppets, les décors et les blagues de cul à outrance, tout est fait pour te donner la nausée. Et je retiens en mémoire quelques scènes qui m'ont bien choqué quand j'étais petit.
Counterpart. Bon là, je vais délibérément passer vite sur celui-là, parce que il n'y a pas grand chose à dire en vrai. C'est une vidéo postée sur YouTube en 2016, d'une durée d'1 minute 30, complètement incompréhensible et surtout épileptique. C'est pour ça que je ne vous encourage pas à aller la voir. Déjà, vous allez perdre votre temps, mais aussi la vue et l'ouïe, c'est très déroutant. Tu m'étonnes que ça nous ait marqué, c'est vraiment lunaire ce truc. La chaîne de Mid Canyon. Alors là les amis, on va encore une fois s'attarder sur du body horror bien malsain et dégueulasse, mais pas avec n'importe quel artiste. Mid Canyon, l'un des pionniers dans ce domaine sur YouTube. Avec une chaîne de plus de 8 millions d'abonnés, cet artiste propose des vidéos en animation depuis plusieurs années. Des vidéos, j'en suis sûr, s'étant fortement retrouvées dans votre feed Facebook, Insta ou Twitter. Aujourd'hui référence dans le cartoon dérangeant, Mid Canyon a percé à plusieurs reprises via ses animations marquantes sur des personnalités publiques ou des personnages de fiction. En plus de posséder une animation de qualité, on reconnaît surtout sa patte sonore iconique et sa voix grave et malsaine. Je vous ai préparé une compilation, ne me remerciez pas. Listen, retard! No. Angels will praise the swings of my blade! I have a literal demon fox that lives inside me, but... SpongeBob. They can't get enough. We love being in here, Piglet, together in poo. Join us, Piglet! Be one with us! You don't come back from infinity, Andy. Perfect Blue. Inspiré du thriller Perfect Blue, Métamorphose d'une idole, écrit par Yoshikazu Takeshi et publié en 91, Perfect Blue est un film d'animation adulte de suspense psychologique japonais réalisé par Satoshi Kon et sorti en 99. On y suit Mima, une chanteuse et idole de J-pop décidant de quitter son groupe populaire nommé les Cham afin de lancer sa carrière d'actrice. Malheureusement pour elle, tout va dégringoler à partir de cet événement. Elle devient la cible d'un stalker obsessionnel et découvre un mystérieux site web détaillant sa vie privée avec une précision troublante. Des meurtres surviennent alors autour d'elle et Mima se demande si elle est victime d'un complot ou si elle sombre elle-même dans la folie. Ce film a plusieurs niveaux de lecture, propres à l'univers foisonnant de Satoshi Kon, bien qu'il s'agisse ici de son premier long métrage. Ce thriller psychologique joue sur les codes de la filmographie d'Hitchcock, à base de doutes, de malaise, d'une tension forte et d'un dénouement dramatique. Les meurtres sont brutaux et le stalker a une sacrée gueule. Mais le film n'a pas que pour volonté de marquer le public par ses images, mais également de le sensibiliser sur le star system japonais, l'exploitation des idoles et les dérives obsessionnelles des fans. Bref, un film marquant, aujourd'hui culte pour sa beauté et sa violence. Et sa place ici est plus que méritée vu les souvenirs que j'en ai gardés. Dreaming a Whole Life. De nouveau un court-métrage, cette fois-ci en animation 2D, sorti sur la chaîne YouTube Tricéphalo Studio en 2011. On y suit le quotidien d'un homme qui rêve d'une vie normale, une vie où il n'aurait pas ce défaut physique qui lui pourrit l'existence, un visage à la peau détachée de sa chair. Rien de gore heureusement, mais on sent la détresse de cet homme qui fait tout pour s'intégrer dans cette société où prime le visage parfait. Il en vient à carrément se coudre le visage pour espérer enfin transmettre ses émotions. Mais rien n'y fait, son physique n'attire que peur et dégoût. Un court-métrage assez déprimant et morose. Les aventures de Mark Twain. Film indépendant américain animé en Claymotion et sorti en 85, Les aventures de Mark Twain retrace les récits imaginaires de ce grand écrivain américain du XXe siècle. Le film tisse plusieurs récits autour d'une intrigue où l'écrivain, accompagné de ses 3 enfants, voyage à bord de son dirigeable en quête d'une rencontre cosmique avec la comète de Halley qu'il considère comme liée à son destin. Durant ses aventures, il croise en chemin des personnages de ses œuvres. Dans l'une des scènes de ce film, nos 3 enfants font la rencontre d'un ange, dénommé Satan, portant un masque de théâtre en guise de visage. Cet individu aux expressions changeantes et au pouvoir divin montre aux enfants l'étendue de ses pouvoirs. Ensemble, ils créent la vie via une société miniature, montrant très vite des comportements néfastes mais profondément humains, chose qui agace notre ange.
Les 3 enfants, complètement traumatisés, regardent la scène avec effroi et impuissance. Satan, lui, ne ressent aucun remords car l'humanité et la vie ne sont qu'illusions et rêves, comme tout ce qui est physique dans cet univers. Une scène ayant profondément marqué son public lors de sa sortie en salle il y a 40 ans de cela. We could make more sometime if we need them. Korn Right Now. Right Now est une chanson du groupe de métal américain Korn, issue de leur 6e album Take a Look in the Mirror. Dans ce clip, on y voit un gars souffrant de troubles mentaux, s'amusant à se faire mal et s'infligeant des actes répugnants, comme se péter les dents au marteau, se dépecer les doigts au couteau, se couper la peau des paupières et de la bouche au ciseau, ou encore se planter le pied sur un clou. À la fin, il s'arrache même le crâne lorsqu'il referme la porte avec une ficelle attachée à ses dents. Bref, un vrai délice de bon goût ce clip. Halloween. Alors lui c'est drôle, j'aurais plutôt pensé le caler dans ma partie 2 de l'iceberg à la base, car bon, ça vient des Wings quoi, on va pas non plus en mourir de terreur. Mais, comme je l'ai dit, ça n'est pas le niveau de terreur qui détermine le classement de l'œuvre dans cet iceberg. Et ici, c'est clairement le nombre de personnes ayant été marquées par ce fameux épisode. C'est même ma copine qui a insisté pour que j'en parle. Épisode 16 de la saison 2, on suit donc notre bande de fées à une soirée d'Halloween. On apprend alors via une vision l'existence de 3 sœurs fantômes sans visage. Des femmes pâles, aux yeux rouges, répétant en boucle les mêmes phrases glauques. Ses yeux sont rouges comme le sang, rouges comme le sang. Sa bouche est pleine d'asticots, pleine d'asticots. Qui la touchera périra. Sa bouche est pleine d'asticots, pleine d'asticots. Des visages ancrés dans l'esprit de milliers de jeunes filles ayant visionné cet épisode en 2006. C'est fou à quel point certains sujets semblaient terrorisants quand on était petit, mais qui sont presque ridicules quand on les revoit aujourd'hui. A Kiss in the Darkness. A Kiss in the Darkness est un court-métrage universitaire en clay animation sorti sur YouTube en 2017 sur la chaîne de Winxie. On y voit un homme accompagné d'un monstre, le mettant en garde des choses qui peuvent lui arriver dans la vie. Manger du bacon donnerait le cancer, nager dans l'océan provoquerait une attaque de requin, ou encore aimer une femme briserait son cœur. Complètement terrorisé, le jeune homme se couche avec cette créature, toujours à ses côtés, énonçant son tout dernier avertissement. When you go to sleep tonight, you might not wake up. La ferme des animaux. La ferme des animaux est un long métrage d'animation britannique sorti en 1954. Adapté du roman dystopique et politique de George Orwell paru en 1945, La ferme des animaux est un film engagé, marquant par son parallèle avec les régimes totalitaires et son impact sur l'animation politique. En France, c'est seulement à partir de 1993 que le film est diffusé en salle en raison de son caractère anticommuniste. Dans une ferme d'Angleterre, les animaux se révoltent contre leur maître et fondent une société égalitaire sous la direction des cochons Napoléon et Boule de Neige. Mais Napoléon élimine son rival et instaure une dictature, manipulant les règles et exploitant les autres. Peu à peu, les animaux réalisent que leur nouvel oppresseur n'est pas si différent de l'ancien. Dorénavant, c'est moi qui prendrai les décisions. Car je sais mieux que vous où est votre intérêt. Ce film, souvent étudié dans les cursus scolaires, est profondément politique. La ferme des animaux cible précisément le communisme de Staline et de Trotsky, représenté par nos 2 cochons. Les autres animaux, eux, représentent la classe ouvrière. Et cette dite classe s'illustre par le cheval Hercule, subissant de plein fouet ce travail acharné imposé par nos porcs. En bref, un film volontairement choquant et démonstratif d'un régime révolu. The Rendezvous. Là, on va de nouveau traiter d'un court-métrage sur YouTube et le sujet n'est pas forcément joyeux. On parle cette fois-ci d'un storyboard ou plus précisément d'une animatique et donc pas d'une vidéo terminée. Et malgré tout, elle a engendré 6 millions de vues et beaucoup de réactions. Sous un fond musical Don't Upon December du film Anastasia, on y suit une écolière, moquée à l'école, mal à l'aise face à ses parents quand elle rentre à la maison et globalement triste dans sa vie. Mais une fois endormie, elle rencontre un beau jeune homme. Elle tombe sur son charme et désire de plus en plus le revoir dans ses rêves. Se crée alors une relation fusionnelle entre eux, au point que ça en devienne toxique. La jeune fille passe par des somnifères pour le revoir le plus vite possible, quitte à perturber son rythme scolaire et inquiéter ses parents. Mais désespérée de sa situation,
réalisation, elle décide d'avaler une boîte entière afin de le retrouver, scellant ainsi son destin à jamais. Ce court-métrage est intéressant et je m'interroge vraiment sur son fond. Dans celui-ci, la jeune fille prend des somnifères et après en avoir trop pris, l'homme se changea en représentation de la mort. Normal, vous allez me dire, puisqu'elle vient de se suicider. Mais est-ce qu'en réalité, cet homme ne serait pas la représentation du plaisir coupable de la scarification? Je m'explique. On sait que certaines personnes mal dans leur peau peuvent s'adonner à cette pratique. D'ailleurs, s'il vous plaît, ne le faites pas. Or, à chaque fois qu'elle s'endort entre guillemets, elle revoit son prince charmant que je vais nommer la petite mort. Heureusement, une porte lui permet toujours de repartir vers sa réalité. Mais le soir où elle avale l'entièreté de sa boîte de somnifères, la porte se brise, montrant une impossibilité de retour en arrière. Le coup de lame de trop. Et mon hypothèse s'appuie sur l'omniprésence du rouge dans ce court-métrage. Quand elle met fin à ses jours, son paradis se recouvre de taches rouge sang. Peut-être que je cherche trop loin, mais ce court-métrage est clairement là pour vous inciter à ne pas faire de grosses bêtises. La chaîne de David Romero. David Romero est un artiste américain actif sur la plateforme YouTube depuis 2015, proposant des animations 2D assez sombres, aux dessins un peu brouillons faits à la tablette et aux sound effects faits maison. Et il commence fort avec sa première création, Midnight Snack. Il renouvelle l'expérience 2 ans plus tard avec une animation encore plus flippante, mettant en scène un chasseur vivant sûrement dans la région des Appalaches aux États-Unis, ayant abattu une créature chevaline se rapprochant des sombrales dans Harry Potter. Mais la mère du petit n'est pas prête de repartir sans avoir vengé son bébé. La tension est immense, les images subliminales sont atroces et la fin brutale nous plonge dans une sacrée angoisse. Il enchaîne par la suite une multitude d'animations au style très varié, parfois expérimentales, mais toujours sous une volonté d'instaurer une tension et un malaise face à des entités qui nous dépassent. Un artiste n'ayant pas énormément posté sur sa chaîne, mais dont le travail mérite d'être connu, car il participe au développement de la créativité dans le domaine de l'horreur sur YouTube avec une certaine sincérité, ça se sent. 3 petits chats. 3 petits chats est un court-métrage provenant de la chaîne française Le Blog de Chiki, proposant divers courts-métrages d'animation. Et celui-ci est le plus visionné de la chaîne, de très loin, en plus d'avoir rapporté une sacrée quantité de prix de festival entre 2012 et 2013. On y suit donc une petite famille de 3 chats, le père, la fille et son petit frère. Ils auraient pu être 4, mais le film en a décidé autrement. Le père essaie donc de vivre avec ses enfants, malgré sa profonde dépression qui le touche. Et comme si cela ne suffisait pas, la fille contracte une maladie transmissible, illustrée par des fractures sur sa peau de porcelaine. Maladie qui finit par l'emporter. Voilà, comme vous l'avez vu, ça sera bientôt au tour du père. Oh, et pendant ce temps, le plus petit de la famille, se sentant délaissé par cette situation, développe des troubles du comportement imagés par le tout dernier plan du court-métrage. Bref, un petit film assez dur et déprimant, sans fin heureuse. Car oui, ce genre de situation familiale existe, et il est important d'en parler. Les vieux cartoons américains. Alors là, ce sujet est un peu spécial car il est déjà très vague, mais il concerne également de nombreuses générations, en particulier celle de nos parents, découvrant l'avènement de la télévision avec le développement du câble dans les années 70-80. L'occasion sûrement de découvrir de nouvelles créations animées, comme bien évidemment les classiques Disney, mais aussi les vieux cartoons américains provenant de différents studios influents comme les Fleischer Studios ou encore la MGM. Et nous, étant nés dans les années 90-2000, on a pu les découvrir à notre tour via VHS, DVD ou Internet.
Tous ces cartoons à l'ambiance étrange, mettant en scène une multitude de personnages, souvent à la boucle d'animation répétée par souci de budget. Des cartoons cultes tournant en boucle sur internet, comme cet épisode de Betty Boop intitulé Snow White, sorti en 1933, avec son célèbre passage du clown triste qui chante. D'ailleurs, les cartoons de Betty Boop sont assez généreux en bizarrerie, avec des animaux aux grands yeux, des monstres en tout genre et des personnages légèrement pervers. En fait, l'ensemble des protagonistes ont ce genre de regard malsain, souvent rempli de désir. J'espère ne pas être le seul à le voir. Mais outre le style graphique perturbant ou les effets sonores étranges, s'il y a bien un truc qui a profondément marqué les générations conscientes de ce problème, c'est bien les cartoons à caractère raciste. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Voilà, vous voyez l'idée. Les personnes noires étant souvent représentées dans le meilleur des cas comme des musiciens de jazz, dans le pire comme des sauvages aux babines énormes, aux yeux tombants, un os dans le nez ou sur la tête, souvent cannibales aussi. Sans oublier non plus la représentation des Asiatiques avec leurs yeux fermés et leurs grandes dents. Bref, quand on voit tous ces vieux cartoons, on se dit parfois que non, c'était pas mieux avant, loin de là. Tom et Jerry. En parlant de cartoon justement, je voulais enchaîner avec celui-ci, le culte et très apprécié Tom et Jerry. Régalant les enfants depuis sa création en 1940 quand même. Rien de terrorisant ici, hein. On va plutôt se plonger dans deux épisodes assez tristes ayant quelque peu bouleversé internet quand ils se sont retrouvés sur le devant de la scène. Le premier s'intitule Blue Cat Blues, sorti en 1956. On y suit Tom cherchant désespérément à séduire une chatte blanche qui n'en a rien à faire de lui. Il dilapide ses économies jusqu'à s'en ruiner, mais rien n'y fait. Son concurrent chat noir reste infiniment plus riche et offre de bien plus gros cadeaux. Complètement au fond du trou et fatigué physiquement, Tom se saoule avec des bouteilles de lait et se laisse partir dans le caniveau avant d'être rattrapé in extremis par Jerry. Dans la scène finale, Jerry contemple Tom assis sur les rails d'un train attendant la mort. Mais celui-ci le rejoint et embrasse le même destin quand il découvre que sa bien-aimée s'est elle aussi mariée à un autre. Une fin amère et terrible menant les fans à vivement protester contre cet épisode maudit. Épisode qui n'est pas le dernier de la série comme beaucoup s'accordent à le dire. Il s'agit bien du 103e épisode sur une série de 114 sortie entre 40 et 57. Mais selon moi, ça n'est pas la scène la plus tragique de Tom et Jerry. Avez-vous entendu parler de l'épisode Tom Goes to Heaven sorti en 49 ? Dans cet épisode, Tom poursuit Jerry comme à son habitude et dans un accident se retrouve écrasé par un piano tombé de l'escalier. Comme on est dans un cartoon, cette action n'aurait normalement aucune incidence. Mais pas ici. Tom monte alors au paradis via un immense escalator doré. Il se retrouve alors face à une queue d'un guichet, validant les entrées des chats pour embarquer dans un magnifique train doré. Le portier laisse passer quelques chats, tués par un chien, assommés violemment ou écrasés sur le bord de la route. Et viennent alors les prochains sur la liste. Fluff, muff and puff. What some people won't do. Sous cette musique entraînante et ces chatons joyeux se cache une dure et cruelle réalité. Vous n'êtes pas aveugle, ces chatons sortent bien d'un sac trempé. On imagine très bien leur propriétaire s'en débarrasser en les jetant dans la rivière. Le portier a raison de réagir comme ça. Vraiment, ceux qui font ça, vous êtes des merdes, y a aucune excuse. Mais bref, on est nombreux à avoir été interloqués par cette scène étant petit, sans vraiment comprendre. Mais une fois avoir grandi, le ressenti devant cette scène est bien plus glaçant et triste. La chaîne YouTube de Oulopi. Oulopi est un artiste britannique de talent, spécialisé dans la modélisation et l'animation 3D dans le style des graphismes de jeux PlayStation 1 et 2, connu pour son avatar associé. Mais il en a pas toujours été ainsi. Dans ses vidéos 3D plus anciennes, on peut compter plusieurs créations au style particulier, ultra caricatural, jouant sur le concept de RTX On dans l'univers du gaming toujours. Des vidéos dans l'univers de Nintendo, comme Morshu, le marchand du jeu, Link, The Face of Evil, ou encore Mario, complètement défoncé aux champignons, on dirait. Oh, hello. Mamma mia. You kept me waiting.
Mais s'il y en a une de sa chaîne que j'ai grave retenue, c'est sa vidéo sur Homer Simpson faisant le deuil de son fils. La 3D est vraiment bizarre, les personnages semblent complètement planés, et l'ambiance semble sentir le tabac froid, la sueur et la bière. Un style vraiment gras et poisseux. Missing Halloween. Mike Hinoll est un digital artiste assez reconnu dans le milieu de l'animation amateur. Aujourd'hui centré sur de l'animation un peu plus destinée aux adultes, oui ce genre-là, il s'est surtout fait connaître pour ses concepts très cool appelés What If. Par exemple, et si Gravity Falls était un animé, ou encore et si le monde incroyable de Gumball était un animé. Des vidéos cumulant plusieurs dizaines de millions de vues. Mention spéciale pour sa dernière en date sur une des scènes du film Zootopie. Mais si cet artiste est dans cet iceberg aujourd'hui, c'est bien pour une de ses vidéos m'ayant marqué quand je l'ai vu passer sur Facebook il y a des années de cela, je m'en souviens. Missing Halloween est un court-métrage de 10 minutes mettant en scène un petit garçon vivant sa meilleure vie le soir d'Halloween avec sa copine. Soirée qui semble tout de même étrange car personne ne veut donner de bonbons à la petite fille, alors que lui en a plein. Nos soupçons se confirment quand la mère diagnostique auprès du docteur que son fils possède bel et bien une amie imaginaire. Mais lui n'y croit pas. Il s'enfuit alors avec elle dans la forêt. Une forêt interdite, remplie de pièges à loups, où trône en son centre un grand arbre sous lequel se posent nos deux tourtereaux. Mais la réalité est tout autre. Alors que les parents inquiets cherchent leur fils à l'aide de la police, ils finissent par le retrouver. Mais cette fois-ci, ils voient bel et bien son amie, une petite fille ayant disparu depuis des mois. L'ami imaginaire de ce petit garçon n'était autre que son fantôme. My Little Pony. Là, on va s'attaquer à un sacré phénomène, celui de My Little Pony. Peut-être que vous ne connaissez pas, c'est une série d'animation sortie en 2010, tirée des jouets du même nom, commercialisés par la société Hasbro. Et ça, c'est le style graphique de la série. Donc ça, c'est tiré d'un épisode de My Little Pony, Les Amis c'est magique. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi... Ça aussi, lui aussi, non, perdu, ça c'est une création parodique venant de la chaîne YouTube Mr Davy. On va même parler de deux créations vidéo ayant traumatisé des milliers d'enfants, en particulier des filles, persuadées de voir un épisode spécial de la série sur YouTube. Ouais, les pauvres. Dans la première, intitulée Smile, on y voit Pinkie Pie massacrer par surprise toute sa bande de copines avec un sourire absolument malsain et un goût du sang beaucoup trop prononcé. La vidéo est très graphique, les coups sont violents, il y a du sang, des viscères, de la chair carbonisée, bref, une véritable boucherie. Mais Smile n'est pas le pire. Dans une seconde vidéo appelée Cupcakes, on y voit encore une fois Pinkie Pie, cette fois-ci accompagnée de Rainbow Dash préparant des cupcakes. Pinkie Pie attache Rainbow Dash à une table d'opération et la découpe à la tronçonneuse. Puis lui ouvre le ventre dans une scène absolument atroce afin d'en extraire les organes et les ajouter au cupcake. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Évidemment que des enfants vont tomber dessus. Mon Dieu, mais j'imagine pas le choc, c'est même pas fun à regarder. Bah tiens, tant qu'on est immaculé de sang, on va pouvoir enchaîner avec notre prochain sujet. On va rester dans le thème. Happy Tree Friends. Happy Tree Friends est une web-série d'animation américaine lancée en 2000. À première vue, la série ressemble à un dessin animé mignon pour enfants, avec des animaux colorés et joyeux. Mais elle est en réalité ultra violente et gore. Chaque épisode met en scène des morts brutales et absurdes, avec des personnages récurrents comme Cuddle le lapin jaune, Lumpy l'élan bleu, ou encore Nutty l'écureuil vert accro aux sucreries. Vous êtes sans doute une immense majorité à avoir découvert ce show sur YouTube. Mais vous saviez qu'il était aussi diffusé à la télé? Et pas si tard en plus. En 2004 sur MTV, 2006 sur J4 et 2007 sur Europe 2 TV et Virgin 17, en général vers 20h30. C'est une folie. Personnellement, le tout premier que j'ai vu sur YouTube, c'était l'épisode 43, l'un des plus connus.
Je trouve que deux personnages se démarquent bien plus que les autres en termes d'horreur et de gore, comme Flippy, l'ours vétéran de la guerre, et Sniffle, le fourmilier. L'un est un tueur compulsif et ultra violent lorsqu'il entend le moindre son ou voit la moindre image lui rappelant l'horreur de la guerre. L'autre au contraire est juste une grosse victime, se faisant très souvent massacrer, même par sa propre nourriture composée de fourmis. Comme cet épisode intitulé Tongue in Cheeks, où il subit de terribles tortures de la part des fourmis qu'il voulait manger. On l'entend hurler et pleurer de douleur, ça fait grave de la peine. Bref, vous avez compris l'idée. Et nous, jeunes ados, quand on a découvert ça, ça nous a plus amusé qu'autre chose. Mais on ne va pas se mentir, hein, pour beaucoup d'entre vous, avouez-le, certaines images resteront à jamais gravées dans vos têtes comme un traumatisme. Ok, c'est rigolo et tout, mais ça n'en est pas moins marquant, surtout pour les enfants ayant regardé ça beaucoup trop tôt. Marcelino. Spoiler, oui, il va la retrouver. Pas comme on l'aurait espéré, mais il va bien la retrouver. Pour le contexte, Marcelino est un jeune orphelin élevé par des moines. Il a la faculté de parler aux animaux avec qui il tisse une belle amitié et passe également beaucoup de temps dans le monastère. Il a un lien particulier avec une statue du Christ à qui il apporte du pain et du vin. Et dans cet épisode final, le jour de son 6e anniversaire, Marcelino, triste de ne pas le passer avec sa mère disparue depuis longtemps, se recueille auprès du Christ pour lui parler. Ayant toujours été pur et pieux, Marcelino ne demande rien de prétentieux, juste de retrouver sa mère, ce que le Christ accepta. Dans un moment empreint de douceur et de spiritualité, Marcelino s'endort paisiblement sur la statue et monte au ciel, symbolisant sa mort et son accession au paradis. Les moines et les animaux pleurent sa mort, mais comprennent qu'il a trouvé la paix en rejoignant sa mère. Et nous, enfants, on était soit dans l'incompréhension, soit totalement bouleversés par cette fin. C'est pour ça que les showrunners de la série ont décidé de la relancer pour une saison 2, puis une dernière, cassant complètement le message de fin. Dans tous les cas, rien n'effacera l'image que j'ai de ce petit garçon prenant la décision de mourir pour retrouver sa mère. C'est juste déchirant. Mes chers frères, je crois que Marcelino a enfin retrouvé sa maman. Et qu'il est très heureux. Bob l'éponge. Dessin animé que je ne présente plus. Bob l'éponge, c'est culte, c'est mythique, c'est 15 saisons sorties depuis sa création en 99 sur Nickelodeon, c'est 4 longs métrages, bientôt 5, bref, c'est un sacré pilier de la pop culture. Bob l'éponge est connu pour son humour, l'écriture absurde de ses personnages, mais aussi ses quelques sursauts dans sa direction artistique, devenant d'un coup très réaliste, détaillé et creepy. Rien de cauchemardesque non plus, hein, mais souvent surprenant. Mais ça, c'est rien, laissez-moi vous parler d'un premier épisode où Bob l'éponge se transforme en escargot après s'être fait injecter du plasma censé soigner Gary, son escargot de compagnie. La transformation a l'air douloureuse et terrifiante pour Bob, perdant son humanité et sa forme originelle. Même Carlos est terrifié par l'apparence de son voisin, ne s'exprimant plus qu'en miaulant. Je peux aussi vous parler du gorille. Mais si, le gorille. Vraiment, on s'est tous demandé ce que c'était ce bordel. Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi c'est un gars en costume et pas un personnage animé? Il est là avec ses bruitages de con, à bolosser Patrick et Sandy, qu'il a enfermé dans son sac, c'est n'importe quoi. Mais il y a un épisode que vous devez sûrement attendre si vous avez vu les images subliminales à la fin de la partie précédente. Cet épisode, c'est SpongeBob in Random Land. Dans celui-ci, Bob et Carlos se retrouvent donc à Random Land où bien d'événements chelous s'y passent. En même temps, tout est dans le nom. Vient alors cette fameuse scène des portes où Carlos tombe sur une image de lui-même avec les yeux ensanglantés. C'est tout simplement une référence des créateurs de la série à une creepypasta fait par un fan sorti sur internet en 2010 où Carlos tombe dans une sévère dépression après son concert de clarinette raté, l'ayant complètement humilié. Dans ses derniers instants de folie, Carlos met fin à ses jours, les yeux rouges immaculés de sang.
Une creepypasta donc, ayant pas mal marché sur les gens, résonnant encore aujourd'hui, c'est dire. L'épisode officiel lui a rendu hommage, mais il a vite été censuré, remplaçant l'image du Carlos avec les yeux ensanglantés par un bébé tout mignon, parce que les spectateurs ont quand même été choqués par le screamer. Aux États-Unis, faut pas trop déconner avec les dessins animés pour enfants. Le porno de Wakfu. Voilà, c'est bon, vous êtes content? Vous avez directement cliqué dessus dans la description pour vous rincer l'œil. Je vous préviens, je ne montrerai rien de plus. Mais vous savez, je sais, ils savent. Bref. Cette frame est assez connue dans le monde de l'animation, et pas forcément pour l'épisode de Wakfu en lui-même. Vous l'aurez compris, la pornographie est aussi un élément très sensible à prendre en compte dans les traumas de chacun. Et puis sur le moment, même si ça ne vous a pas choqué, l'image vous est forcément restée. Et là, j'ai pris Wakfu comme exemple, mais ça s'applique à presque tous les dessins animés qui existent. Vous connaissez la règle 34, je cite: si quelque chose existe sur Terre, alors il existe forcément une version pornographique sur Internet. Je suis très sérieux, si vous êtes de jeunes parents, pensez à mettre le contrôle parental sur les appareils de vos enfants. Et vous, cher public, si vous êtes adulte aujourd'hui, faites ce que vous voulez de votre vie privée, ça ne nous regarde pas. Juste, beaucoup de personnages de dessins animés qui existent sont mineurs, comme l'exemple que j'ai utilisé. Pensez-y. Save Ralph. Encore un sujet qui ne sera pas très drôle, j'en ai bien peur. On a traité dans la précédente partie de l'iceberg l'abandon des animaux. Cette fois-ci, ça sera sur la violence volontaire qu'on peut leur infliger. Avec un court-métrage de Taika Waititi, réalisateur de Thor Ragnarok ou encore Jojo Rabbit. Avant de nous plonger dans ce petit film, lisons déjà la description, car ce court-métrage sort tout droit de la chaîne YouTube The Human World for Animals. Le sujet semble donc assez sérieux. Je cite: « Voici Ralph, le lapin porte-parole de la campagne mondiale de Human Society International visant à interdire les tests sur les animaux pour les cosmétiques. Save Ralph est un puissant court-métrage d'animation en stop-motion mettant en scène Ralph, interviewé pour un documentaire alors qu'il effectue sa routine quotidienne en tant que testeur dans un laboratoire. La campagne #SaveRalph de HSI aborde la cruauté de l'expérimentation animale d'une manière originale inattendue, en utilisant l'histoire d'un lapin pour mettre en lumière le sort d'innombrables lapins et autres animaux dans les laboratoires du monde entier. But at the end of the day, I mean, it's okay, we do it for the humans, right? They're far superior to us animals. They've even been to space. Et vraiment, cette interview, quel cauchemar, quelle déchirure, vraiment, ça me met les larmes. Et quelque part, bien joué à eux, le ton employé ici est juste parfait. L'animal subissant ces tests ne sait pas pourquoi il est là, il n'en a pas conscience. Il mène sa vie, mange, dort et subit des atrocités depuis sa naissance sans se poser de réelles questions sur ses conditions de vie, puisque justement, il est conditionné à subir ça quotidiennement. Save Ralph m'a vraiment mis un uppercut dans la gueule. Et je pense que je n'oublierai jamais ce court-métrage. Oh, here we go. Shit. La filmographie de Don Bluth. Don Bluth est l'un de mes réalisateurs préférés, tout cinéma confondu. Il a bercé mon enfance par ses films d'animation, son talent en dessin et sa patte graphique vraiment reconnaissable. En même temps, il a fait ses armes chez Walt Disney Studios à partir de 59. Il quitte le studio 20 ans plus tard pour lancer sa propre société, Don Bluth Productions, avec d'autres anciens animateurs Disney. Il commence sa carrière de réalisateur avec 2 petits courts-métrages, mais passe très vite à 2 plus gros morceaux, comme son tout premier long métrage, Brisby et le secret de Nîmes, sorti en 82. J'en ai déjà parlé sur la chaîne et continuerai d'en parler tellement j'aime ce film, son ambiance, sa direction artistique, ses personnages et sa musique. Mais ce film dégage aussi beaucoup de traumas chez moi, envolés depuis longtemps heureusement. Le chat dragon, le grand hibou, le rat Brutus, Nicodemus, la mort de Jenner, tous ces éléments ont créé mes premiers cauchemars à répétition quand j'étais petit. Et pourtant, je le regardais encore et encore avec fascination. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet si vous voulez une analyse plus détaillée de mes traumas. On peut donc passer à un autre film.
Cette abomination que vous venez de voir sort tout droit de son second film, Fievel et le Nouveau Monde, ou An American Tail dans sa version originale. L'utilisation de la 3D, masquée par ce rendu peint à la main et trop contrasté, est vraiment perturbante, sans parler des bruitages et des effets spéciaux. N'empêche, un sacré bijou d'animation ce film. Mais en parlant de petits bijoux, tiens, que diriez-vous que l'on passe à notre dernier film de ce chapitre? Oui, je ne vais volontairement pas m'attarder sur les autres œuvres de Don Bluth comme Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, ou encore Anastasia, que j'ai déjà abordé dans mon étage précédent de l'iceberg. Ni même Rocco, Pousselina, Le Lutin Magique, Yubi le Petit Pingouin, Titan AI, etc., etc. Ils ont certes leur lot de traumas, mais là, j'ai juste envie de mettre en lumière un film en particulier qui nous a tous bouleversés, Charlie mon héros. De son autre nom, Tous les chiens vont au paradis, ce film sorti en 89 raconte l'histoire de Charlie, un chien roublard trahi et assassiné par son ancien complice Carcass. Arrivé au paradis, il trompe le système et revient sur Terre pour se venger. Cependant, cette action est irréversible. Il rencontre alors Anne-Marie, une fillette orpheline, et l'utilise pour escroquer des parieurs aux courses. Mais au fil du temps, Charlie s'attache à elle et commence à remettre en question ses actions égoïstes. Alors que Carcass découvre son retour et tente de l'éliminer à nouveau, Charlie doit choisir entre la vengeance et le sacrifice, prouvant ainsi qu'un chien peut vraiment gagner sa place au paradis. Le film est drôle et magnifique, mais possède tout de même ses moments de terreur, comme le cauchemar de Charlie, pensant qu'il finira en enfer pour ses mauvaises actions. Mais le film est également très triste par son histoire, mais aussi celle de sa production. Commençons déjà par le film en lui-même. À la fin, Anne-Marie se retrouve avec une nouvelle famille, et Charlie, quant à lui, est autorisé à revenir au paradis au lieu de l'enfer, car il a donné sa vie pour sauver celle de son ami. Il lui est donné une seconde chance de faire ses adieux sincères à Anne-Marie, lui prouvant enfin son amour pour elle. Une scène absolument déchirante et pleine de beauté. Oh Charlie, I'll miss you. Yeah, well, I'll miss you too, Squeaker. Mais une histoire se cache derrière cette scène et ce film dans sa globalité. Une histoire m'ayant profondément marqué quand je l'ai apprise. Il s'agit du dernier film de la jeune Judith Barcy qui prête sa voix à Anne-Marie dans sa version originale, tragiquement assassinée par son père à l'âge de 10 ans, quelques mois avant la sortie du film aux États-Unis. Et la chanson du film Love Survives du générique de fin lui est alors dédiée. Une histoire terrible ayant retourné l'équipe du film. Cela s'entend d'ailleurs dans le ton de voix de Burt Reynolds interprétant Charlie, déchiré par la tristesse de la scène en vue du contexte de cette pauvre actrice morte si jeune. Qu'elle repose en paix. Et c'est avec cet hommage que se clôt ce chapitre de notre iceberg. Goodbye, Charlie. I love you. Yeah. I love you too. Et voilà les amis, ainsi s'achève cette grande partie consacrée aux eaux claires de cet iceberg. J'espère qu'elle vous a plu, ça aura été la vidéo la plus longue et difficile que j'aurais eu à faire de ma vie. D'ailleurs, vraiment désolé pour le temps que j'ai mis à la faire. J'imagine que ça a dû bien faire redescendre la hype autour de mon iceberg. C'est surtout l'écriture qui a été longue. Et là, je sors de 2 jours de tournage. Mais bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un petit commentaire. Enfin, pour ceux qui le veulent, vous pouvez toujours me soutenir financièrement via un don sur ma page Tipeee disponible dans la barre de description. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Ça m'aide vraiment dans la vie de tous les jours.